Je dis juste un petit mot de bienvenue pour rappeler, encore une fois, que ce séminaire fait partie de tous nos séminaires de l'atelier d'écologie politique, la Técopole. Vous avez évidemment notre site en ligne, où vous pouvez retrouver nos activités, nos textes, nos prises de position, etc. Aussi, l'ensemble presque de nos séminaires précédents qui sont enregistrés et à disposition en réécoute. Voilà, donc la Técopole est un collectif interdisciplinaire très large qui compte maintenant plus de 200 chercheurs, chercheuses, enseignants, chercheurs et chercheuses, doctorants, personnel de la recherche de nos établissements toulousains, plus d'une cinquantaine de labos représentés et tous les établissements de Toulouse. Et en fait, on s'est monté pour réfléchir ensemble aux questions écologiques, considérant qu'aucune discipline ne peut les embrasser seule, que ces questionnements sont tellement profonds, intriqués, entre des affaires dites naturelles, géophysiques, mais aussi sociales, politiques, culturelles, économiques, bien sûr, qu'en fait, il faut tous les regards disciplinaires et aussi, il faut une autre manière pour les scientifiques de s'articuler à la société. Donc à la Técopole, on est extrêmement soucieux finalement de la manière dont on sort de nos labos, sort de nos postures habituelles et en collectif, on va à la rencontre de la société pour essayer de s'articuler voilà, aux acteurs sociaux dans leur diversité, de manière à essayer d'accélérer une véritable écologisation de la société et pas de greenwashing, le greenwashing étant un de nos chevaux de bataille. Voilà. Donc ça, c'est la Técopole et on a ce séminaire dont la séance d'aujourd'hui, qui est un peu originale parce qu'on a choisi, comme il est dit dans le titre, d'interroger écologie et économie, deux traditions un peu, voilà, de champs intellectuels assez différents, la politique à l'écologie, une partie de la tradition économique, en interrogeant et prenant langue et dialoguant avec Christian Gaulier, voilà, de la TSE. Donc du coup, cette soirée va être animée par Guillaume Carbou de la Técopole. Et on va maintenant vous écouter avec grand plaisir. Merci. Du coup, merci Laure, merci à toutes et à tous et bienvenue à de nouveau bienvenue à ce séminaire de la Técopole. Donc, comme le disait Laure, qui est un petit peu particulier sur son fond, parce qu'il va s'agir, comme Laure l'a dit, de débattre autour de désaccords historiques, traditionnels entre deux mouvements de pensée, et aussi un petit peu original dans son format, puisqu'il s'agira d'une forme d'interview, d'échange avec Christian Gaulier, que j'en profite donc pour remercier chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Donc Christian Gaulier est économiste du climat. Il a été auteur et lead-auteur des 4e et 5e rapports du GIEC. Il est directeur général de la TSI, la Toulouse School of Economics, la fac d'éco de Toulouse, et également auteur de plusieurs ouvrages sur climat et économie, qui seront au cœur des discussions que nous allons avoir. Vous pourrez vous présenter peut-être un peu plus précisément si vous voulez ajouter des choses quand j'aurai fait cette petite introduction pour poser le contexte. Donc je remercie chaleureusement Christian Gaulier parce que c'est pas forcément facile d'accepter cette invitation. Le titre « Échange autour des accords » montre qu'il y a un historique qui n'est pas un historique neutre, mais rien n'est jamais neutre. Il n'y a pas un historique neutre, il y a un historique de conflits, de désaccords entre écologie et économie, des accords académiques sur des manières différentes de penser la transition écologique et de penser plus généralement l'organisation des humains en société. Et parfois aussi conflit, je distingue ça du désaccord, puisque les manières de penser le monde différentes sont nécessairement interreliées avec des postures politiques, avec des jeux de pouvoir, avec des discours qui vont s'aligner avec les intérêts de tel ou tel acteur. Et donc tout ça fait que écologie et économie peuvent avoir, ou écologie politique et une partie des sciences économiques peuvent avoir des désaccords et parfois un petit peu de conflit. À l'échelle
académique, ce conflit, du coup, pour le résumer très rapidement, hein, très rapidement parce que ça va être l'objet de toute la séance de ce soir, mais si je peux résumer les deux grandes critiques que fait l'écologie politique à l'économie et plus généralement ce que font une partie des sciences humaines et sociales à l'économie peut-être d'histoire néoclassique, l'économie quantitative. Les critiques sont de deux types. La première, ce serait une critique, une accusation de réductionnisme. L'écologie politique considère que la pensée économique réduit la complexité qualitative du monde en essayant de l'analyser, de la modéliser simplement en termes de flux de valeurs et essentiellement de valeurs financières. Donc, et que ce faisant, elle prend le risque, et des fois elle y arrive même, à mener des raisonnements qui seraient des raisonnements fallacieux, détachés, désencastrés de la réalité vivante du monde. Donc ça c'est une première critique académique assez traditionnelle. Une deuxième critique un peu plus politique cette fois-ci, c'est de dire que l'économie serait de fait, sinon par émanation, de lignée quelque part, un discours qui permettrait la justification, le renforcement, l'accompagnement du capitalisme. Alors, notamment en transformant ou en analysant le monde comme des flux de valeurs, il permettrait au capitalisme de se déployer dans sa logique de marchandisation du monde, de marchandisation de la nature, et donc voilà, ça serait de ce point de vue-là un support potentiel. Donc voilà, malgré le fait que l'économie ne soit pas d'accord pour dire qu'elle n'est pas neutre, l'écologie politique pointe du doigt le fait que dans ce discours, il y aurait quand même des présupposés idéologiques, moraux, des valeurs, des présupposés normatifs et qui seraient alignés avec le capitalisme, même si c'est un terme assez large. Donc voilà ces deux grandes critiques. Il y a des réponses traditionnelles dans le débat. Peut-être Christian Gaulier se fera bien meilleur avocat que moi de l'économie, mais c'est pour poser un petit peu le contexte pour celles et ceux qui ne sont pas versés dans ces questions-là. Donc ça, c'est le désaccord au niveau un petit peu académique. À une échelle beaucoup plus locale, territoriale, il y a aussi un désaccord dans la manière dont l'ATSE, par exemple, et la Técopole cherchent à penser sur la place toulousaine la question écologique. Donc ce désaccord-là, il a pu se faire jour, par exemple, l'année dernière, à l'occasion de l'organisation du Common Good Summit, du sommet du bien commun par la TSI, où des membres de la Técopole avaient engagé une discussion sous la forme de lettres ouvertes, et puis après, plus directement lors du colloque, pour exprimer des désaccords. Les discussions étaient tout à fait cordiales, mais pour signaler que dans la manière dont la TSE se saisissait de la thématique du bien commun, la Técopole y voyait un certain nombre de limites. Alors très rapidement, on y voyait un manque d'interdisciplinarité, on y voyait aussi, on se demandait si certains thèmes ne manquaient pas de cadrage critique lorsqu'ils étaient abordés. C'est notamment le cas du cadre de la croissance qui était abordé comme nécessairement durable, alors qu'on pense qu'il y a tout un ensemble d'arguments qui permettent de dire qu'il y a peu de chances que ce soit durable, mais là, justement, ça va être un thème de débat, de discussion aujourd'hui. Et un autre point de vigilance que soulignait la Técopole, ce Common Good Summit, c'était le fait nous semblait être donné à le type de parole qui était donné à certains acteurs du monde économique, nous semblait manquer aussi de cadrage critique, non pas qu'il ne faille pas donner la parole, évidemment, à Amazon, BNP, Exxon, etc., mais les discours portés par les représentants de ces entreprises nous semblent être des discours qui s'éloignent de la simple recherche du bien commun, justement, de la délibération honnête sur le bien commun, puisque ce sont aussi des porteurs d'intérêts privés, c'est même leur métier, que d'être des communicants sur le sujet-là, et il nous semblait important quand même de marquer, au moins dans le dispositif, la distinction entre ces discours-là et ceux tenus peut-être par les scientifiques, comme par exemple par Christian Gaulier. Donc voilà, c'est ce genre de discussion, d'échange qui peut marquer des débats, des divergences sur la place toulousaine. Donc ça c'est pour le cadrage général, l'origine du séminaire. J'en profite pour préciser quand même, je parle beaucoup et je marche un peu sur des œufs avec désaccords, conflits, divergences, mais si on peut dialoguer aujourd'hui, c'est d'abord parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent, et ces choses qui nous rassemblent, c'est d'abord la volonté de parler, de traiter sérieusement la question de la ou des crises, des catastrophes écologiques en cours, et c'est pour ça qu'on peut échanger, et on a sans doute des désaccords
accords assez francs parfois sur la manière d'aborder la chose, mais on a aussi beaucoup de choses sur lesquelles, et j'espère que ça apparaîtra, et je suis même certain que ça apparaîtra lors des échanges, beaucoup de choses sur lesquelles on est parfaitement alignés. Donc pour terminer, juste la présentation rapide du format. On a à peu près 1h30, 1h75 d'échange. Ça va se diviser en 3 moments. On va être sur une forme d'interview. Je vais poser un ensemble de questions qui vont apparaître à l'écran derrière moi pour permettre au public de suivre. Elles apparaissent à l'écran sous une forme très condensée. Moi je les poserai peut-être de manière un tout petit peu plus étayée. Et c'est des questions qui ont été fournies à l'avance à Christian Gaulier pour qu'il puisse préparer ses réponses. L'idée, c'est vraiment d'être dans un débat, une discussion académique et pas du tout d'essayer de piéger avec des questions un petit peu compliquées. Alors, je vais peut-être devoir me lever avec la clé, éventuellement. Si quelque part, peut-être. Oui. 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 Voilà, donc 3 temps, 3 thèmes. À la fin de chaque thème, on ouvrira le débat avec la salle. D'accord ? Donc si vous avez des questions qui vous viennent au fur et à mesure de la discussion, il y aura le temps à chaque fois d'un quart d'heure entre chaque thème pour poser les questions qui vous brûlaient les lèvres. Voilà, je termine là-dessus. Je me rends compte seulement que je me suis pas présenté, je crois. Je m'appelle Guillaume Carbou, Laure l'avait dit. Je suis donc membre de la Técopole et chercheur en sciences de l'information et de la communication. Et je suis spécialisé dans l'étude des discours de l'écologie politique et dans les désaccords idéologiques. Donc je suis vraiment absolument ravi d'avoir ce séminaire-là parce que c'est en plein dans les sujets qui me passionnent. Donc voilà, j'ai dit l'essentiel. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce que cette présentation vous convient? Il faut un petit temps. Oui, 1, 2, 3. Oui, parfait. Bon, alors, si vous attendez un débat sur le capitalisme, je crois que vous allez être déçus, en fait, parce que je pense que c'est trop général comme question. Je pense que c'est intéressant de parler du changement climatique, des problèmes de transition, et comment notre société peut être capable ou pas capable, dans les structures politiques et économiques actuelles, de résoudre ces questions. Alors, et donc là, on est sur un sujet concret, et on peut effectivement regarder ce qui se passe et les défauts du système. Bien entendu que le changement climatique est la plus extraordinaire défaillance de marché, la plus extraordinaire dans l'histoire de l'humanité, démonstration que l'économie de marché, si elle est laissée à elle-même, conduit à des catastrophes. Hein. Donc là-dessus, on est entièrement d'accord. Alors, moi, je suis... en fait, je pense qu'on est d'accord sur ces constats. Si on ne fait rien, on est conduit à l'extinction de la vie humaine sur Terre, quoi. Hein. Moi, je suis un spécialiste. Pour me présenter en 2 secondes en tant que scientifique, hein, moi, mon domaine de spécialité, c'est la décision d'incertitude. Comment prendre des décisions rationnelles dans un monde incertain. Alors, évidemment, ce qui est sympa, c'est que le changement climatique, c'est un super domaine d'application de cette problématique, hein, puisque c'est sans doute une des questions où l'incertitude joue un rôle tellement important. Et vous voyez bien dans le débat qu'on peut avoir entre les décroissantistes et les techno-optimistes, évidemment, il y a toute une... on ne sait pas qui a raison, parce que peut-être que les technologies vont nous sauver et peut-être pas. Et à ce moment-là, il faudra décroître. Et donc, il faut traiter cette incertitude. Et ça, c'est mon domaine de spécialité. Alors, on ne va pas en parler aujourd'hui, parce que ça dépasse assez largement la thématique, mais effectivement, depuis 20 ans maintenant, je suis tombé dans la soupe du changement climatique, et comme la demande sociale est tellement importante, je fais de moins en moins de travail fondamental sur la problématique de décision d'incertitude et de plus en plus de débats comme ceux de ce soir, auxquels, et excusez-moi, j'aurais dû commencer par là, je vous remercie de m'avoir invité, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a un consensus, et on a la chance en France de vivre dans un consensus assez fort sur la responsabilité de l'être humain sur le dérèglement du climat, mais par contre, on n'a absolument aucun consensus sur comment organiser notre société pour répondre à cette responsabilité fondamentale envers les générations futures.
Voilà, vous et moi, on est confrontés en fait à un problème assez simple, mais complètement radical, qui est on vit dans un monde court-termiste. On vit dans un monde du court terme où le plus important, selon l'expression consacrée maintenant, c'est la fin du mois. Alors qu'on est confronté à une problématique de fin du monde. Et notre démocratie dans laquelle les générations futures n'ont pas voix à la parole, ne sont pas représentés dans les parlements, ne cherchent pas, où les politiciens ne cherchent pas à faire élire par les générations futures, mais seulement par les générations présentes, on a un vrai problème de court-termisme au niveau politique. Et bien entendu, c'est vrai aussi au niveau des entreprises. Les entreprises ont un problème de court-termisme, ils s'intéressent, on le sait, plus au court terme qu'au long terme, et donc posent des questions de greenwashing et de stratégie d'entreprise. Tout ça fait que, effectivement, à la fois au niveau politique et au niveau politique, on a une vraie problématique de court-termisme sur lesquelles, que ce soit les décroissantistes qui cherchent à valoriser un projet de société, mais qui pose un problème d'acceptabilité sociale, ou moi qui défends plutôt une transformation des économies de marché pour inciter les agents à intégrer la dimension du changement climatique. Dans les deux cas, on a un problème d'acceptabilité sociale de cette transformation, et vous et moi, on ne sait pas comment faire face à ça. Donc en fait, on est dans le même pétrin. Donc c'est sympa qu'on se parle et voir si on peut avoir un chemin commun à parcourir ensemble. Merci. Alors donc effectivement, comme vous l'avez dit dès le départ, pour arriver à bien saisir à la fois ce qui nous rassemble et ce qui nous éloigne, c'est intéressant de parler de points précis, parce que effectivement, si on démarre sur des questions très générales, on a tôt fait de se perdre. Donc on va commencer avec le premier thème, qui est le thème de la taxe carbone et des autres mesures de transition écologique. J'essaie de le mettre à l'écran. Voilà, c'est ici. Donc vous voyez, les questions apparaissent également à l'écran. C'est magique. Donc une des origines de ce séminaire, vraiment l'étincelle qui a créé ce séminaire, c'était un échange, un désaccord sur des tribunes d'ONG qui demandaient une réglementation pour arrêter l'investissement dans de nouveaux champs d'énergie fossile, pétrolière et gazière. Idée que plusieurs membres de la Técopole trouvaient plutôt pertinente, dans la mesure aussi pour limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, il faut laisser les réserves de pétrole et de gaz dans le sol, mettre un bouchon dessus, interdire de les exploiter, ça nous paraissait quelque chose de pertinent. Vous, en revanche, Christian Gaulier, vous pensez que ça peut être contre-productif et qu'il y a d'autres mesures qui sont sans doute plus pertinentes, et notamment la question de la taxe carbone. Du coup, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les modalités de cette taxe carbone que vous proposez, et éventuellement, mais sinon je vous relancerai là-dessus, éventuellement, en quoi serait contre-productif le fait d'interdire tout simplement d'investir dans de nouveaux champs pétro-gaziers? Oui, merci Guillaume. Ça dérange si je me mets debout, parce que assis, jamais ça marche. Merci pour la vidéo, c'est bon. Oui. Donc il y a deux sur la table, effectivement, vous proposez deux méthodes pour réduire les émissions de CO2. La méthode, effectivement, d'un certain nombre d'ONG, ce qui consiste à obliger l'ensemble des compagnies pétrolières et gazières et charbon à réduire leur offre sur le marché pour réduire la demande en conséquence, bien entendu. Alors que les économistes, et là je représente plutôt un consensus au niveau des scientifiques académiques à travers la planète, proposent plutôt une taxe carbone. En fait, ce que je voudrais essayer de vous convaincre, c'est que les deux amènent au même résultat écologique de réduction des émissions de CO2, mais avec des conséquences qui sont assez différentes et qui posent dans les deux cas un peu plus dans le problème, dans la proposition des ONG que des économistes, un problème d'acceptabilité sociale. La question n'est pas de réduire la production de pétrole, la question est de réduire la consommation de pétrole. C'est après tout la conjonction, l'association d'atomes de carbone avec des atomes d'oxygène qui sont utilisés par les consommateurs, dont certaines entreprises qui ont besoin de cette énergie, pour produire l'énergie. Donc c'est pas l'offre qu'on cherche à réduire, c'est la consommation, in fine. Et dans les deux cas, la taxe carbone et la solution qui consiste à baisser l'offre, évidemment, la solution qui consiste à baisser l'offre consiste aussi à baisser la demande en conséquence. Mais comment ça va? Par quelle baguette magique la réduction de l'offre proposée par les ONG conduit à une baisse de la consommation?
il n'y a pas de miracle. Dans une économie de marché, ça se fait à travers une hausse des prix. Vous réduisez l'offre d'énergie fossile, ça va faire monter les prix des énergies fossiles, et ça va, en conséquence, la hausse des prix va être telle qu'effectivement, la nouvelle demande à ce prix-là va correspondre à l'offre qui est réduite. Et observez que c'est précisément ce qui s'est passé en 2022 dans une opération, dans un événement qui est totalement incontrôlable, qui est la guerre en Ukraine, qui a conduit le gaz naturel à disparaître du marché européen, ou quasi disparaître du marché européen, qui a fait s'envoler, multiplier par 10 le prix du gaz naturel en Europe. D'accord ? Donc c'est ça qui s'est passé. Vous réduisez l'offre, ça fait monter les prix, ça baisse la demande. Et donc ça réduit les émissions. Ça pose un énorme problème, évidemment. D'abord, un problème pour les consommateurs. Ils sont confrontés à une hausse des prix massive de leurs ressources d'énergie. Et l'énergie, c'est un besoin encore vital pour plein d'activités économiques et humaines. Donc ça hausse les prix. Et puis, ça crée des super profits, des méga profits pour les compagnies pétrolières. Enfin, je ne vais pas vous rappeler les extraordinaires profits générés par Total Energy, par ExxonMobil, par BP, par Shell, etc. Alors que la taxe carbone conduit exactement au même résultat en termes de, effectivement, baisse de la demande. La taxe carbone va augmenter, elle aussi, le prix des énergies fossiles, du montant de la taxe carbone, donc réduire la demande, donc obtenir le même résultat écologique en termes de réduction d'émissions de CO2, sauf que la rente pétrolière ainsi générée va rentrer dans les caisses de l'État qui peut l'utiliser pour compenser, par exemple, les ménages les plus modestes, alors que la solution que les ONG proposent, en consistant à réduire l'offre, va enrichir les actionnaires. Alors moi, je ne cherche pas à enrichir les actionnaires. Si on peut plutôt enrichir l'État pour lui permettre de compenser, en particulier les ménages les plus modestes qui souffrent, et on l'a vu en 2022, l'intensité de la souffrance des ménages les plus modestes dans notre pays liée à la hausse du prix de l'essence, du fioul domestique, du gaz naturel, de l'électricité. Voilà. Donc si vous voulez, on est dans le même combat. Les économistes qui soutiennent la taxe carbone et les ONG qui soutiennent une baisse de l'offre d'énergie fossile, on est dans le même combat de réduire les émissions de CO2, sauf que dans un cas, vous enrichissez les actionnaires des compagnies pétrolières, dans l'autre cas, vous enrichissez l'État et vous lui permettez potentiellement de financer, par exemple, une compensation, voire une surcompensation de la perte de pouvoir d'achat engendrée par la hausse des prix pour les ménages les plus modestes. Donc, merci. Donc, dans les éléments que vous avez évoqués, donc, il y a plusieurs questions qui émergent. La première, c'est est-ce que les deux formats, par exemple, sont forcément mutuellement exclusifs? Parce que des fois qu'une taxe carbone ne suffirait pas à limiter les velléités d'extraction et de consommation du pétrole, est-ce que si elle était couplée avec par ailleurs une interdiction d'exploiter les nouveaux champs, est-ce que ça ne permettrait pas à la fois de remplir les caisses de l'État et de s'assurer que ça marche? Oui, alors en fait, oui, vous n'avez pas tort. Voilà deux instruments qui permettent d'aboutir au même résultat écologique avec un transfert assez différent des rentes, ici la rente pétrolière. Bon, moi, je vous ai expliqué que je préfère enrichir l'État qu'enrichir les actionnaires de Total Energy. Premier point. Deuxième point, il y a quand même une difficulté supplémentaire dans le cas de la réduction de l'offre, c'est que vous pouvez toujours essayer de contrôler l'offre de Total Energy et de BP ou de Shell, mais vous n'allez pas être facilement. En fait, c'est un problème mondial. Hein. Le prix du pétrole que vous payez à la pompe en partie, c'est le résultat d'une offre mondiale. Hein. Et donc, il faut aussi convaincre Poutine, il faut aussi convaincre MBS, l'Arabie Saoudite, il faut aussi convaincre le Venezuela de eux aussi baisser leur offre. Donc, c'est quand même beaucoup plus. Alors que la taxe carbone, c'est un problème territorial. Vous contrôlez, l'État contrôle ça. Il peut être capable, sur son territoire, d'imposer une taxe sur toutes les énergies fossiles qui rentrent sur ce territoire. Est-ce que vous pouvez préciser ce mécanisme aux frontières, puisque c'est un point important? Oui, alors d'accord. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Vous avez tous entendu parler du pacte vert européen, qui est rentré pratiquement dans sa phase finale, avec une décision définitive sur à la fois un mécanisme de tarification du carbone pour la mobilité et le résidentiel, alors qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, en Europe, il y avait une tarification du carbone que pour l'industrie et le secteur de l'électricité, donc à partir de 2027. Le marché de permis d'émission va s'étendre à l'essence que vous achetez à la pompe, le fioul domestique que vous achetez pour vous chauffer, et même chose pour le gaz naturel. Et en plus, l'Europe a décidé de remplacer ce scandale qui prévalait depuis 2005 sur le marché de permis d'émission,
qui donc couvrait les industries, en remplaçant l'offre de permis gratuits aux industriels les plus polluants par un système d'ajustement carbone aux frontières. Alors, une minute là-dessus quand même. Donc, quand l'Europe décide de pénaliser ces pollueurs, quand l'Europe décide de pénaliser ces pollueurs en les forçant d'acheter des permis correspondant aux émissions qu'elles engendrent par leur production, elle défavorise sur le marché international, concurrence internationale, les producteurs, par exemple, d'acier européens par rapport aux producteurs d'acier brésiliens ou chinois ou indiens qui ne payent pas cette taxe, ce prix du carbone. Et aujourd'hui, avec un prix du carbone sur le marché ETS européen de 100 € la tonne de CO2, on a franchi la barre au mois d'avril à 100 €, ça augmente de 30-40% le prix de l'acier produit en Europe. Et donc, évidemment que si on fait ça, on réduit de 30-40% la compétitivité des aciéries européennes par rapport aux aciéries chinoises et indiennes et brésiliennes. Et donc on risque, si on ne fait rien d'autre, que de voir les sidérurgistes chinois et indiens venir vendre à des prix 30-40% inférieurs leur acier par rapport aux producteurs européens. Évidemment, et ça se diffuse sur l'ensemble de la chaîne de valeur, sur la construction d'automobiles, etc., tous les produits qui consomment de l'acier. Et donc, voilà, entre 2005 et 2025, probablement, on va gérer, on va gérer le problème en offrant des permis gratuits aux sidérurgistes pour compenser le déficit de compétitivité qu'ils affrontent sur le marché international. C'est absurde. Et plus vous polluez, plus vous avez des permis gratuits. C'est une catastrophe. Donc, à partir de 2027, on va remplacer ça. On va éliminer progressivement tous les permis gratuits offerts à ces industries les plus polluantes en Europe, et les remplacer par des ajustements carbone aux frontières. Les producteurs d'acier chinois, les producteurs d'acier indiens, les producteurs d'acier brésiliens qui veulent exporter leur acier en Europe vont devoir payer le même prix aux frontières. Quand l'acier va franchir les frontières, elle devra payer le même prix des permis d'émission que les sidérurgistes européens pour remettre le level playing field, une saine concurrence sur le marché en mettant tous les producteurs d'acier voulant vendre de l'acier en Europe sur le même pied d'égalité en termes de prise en compte de l'impact environnemental, enfin climatique, de leur mode de production. Donc, évidemment, ça a aussi pour objectif, c'est l'objectif ultime, c'est d'inciter les sidérurgistes à remplacer les hauts fourneaux par des systèmes de production d'acier avec de l'hydrogène et de l'électricité verte. Un jour, le prix du CO2 sera tellement important en Europe que les sidérurgistes, malgré que les coûts de production de l'acier décarboné avec de l'hydrogène vert, enfin de l'hydrogène bleu pour utiliser le terme correct, et de l'électricité verte, que cette méthode alternative de production, qui est plus chère, soit compétitive, parce que si vous ne le faites pas, vous allez devoir payer des prix du carbone tellement élevés en restant avec votre vieille technologie de haut fourneau que voilà, la bascule sera profitable. Oui, à condition pour le coup que tout le monde dans le monde applique du coup une taxe carbone, parce que si les hauts fourneaux restent profitables pour vendre de l'acier chinois aux Chinois, ça règle pas ce problème. En tout cas, les Européens, les consommateurs européens qui veulent acheter de l'acier, parce que le prix de l'acier vert va devenir plus faible que le prix de l'acier brun, auront tous intérêt à acheter de l'acier vert parce qu'il sera moins cher, parce que l'acier brun va payer des taxes carbone, un prix du carbone tellement élevé. On se retrouve dans une problématique de coordination mondiale quand même, qui pose toujours, qui est peut-être pas identique, ça je suis d'accord, mais qui est toujours derrière les problématiques climat et écologique quand même. Non, parce que au contraire. Les Chinois, si la Chine continue à perdure à refuser de mettre un prix sur le carbone, ils vont devoir payer un prix du carbone à l'entrée, les ajustements, ces fameux ajustements carbone aux frontières, qui vont rentrer dans les caisses du Trésor européen et peut-être être utilisables. Je vous rappelle que dans ce système nouveau qui a été fixé le mois dernier, ce pacte vert européen, on va créer un fonds de 87 milliards d'euros pour compenser les ménages les plus modestes. Comment est-ce qu'on va accumuler cet argent ? Eh bien, tout l'argent collecté aux frontières des importations carbonées va rentrer dans ces caisses-là. Et donc, pour un Chinois,
pour de l'acier chinois importé en Europe, l'ajustement carbone aux frontières sera basé sur la différence entre le prix du carbone payé par les producteurs européens et le prix du carbone payé par les industriels chinois en Chine. Et donc, évidemment, vous voyez que si, dans ce contexte-là, une augmentation du prix du carbone chinois va permettre à la Chine de faire rentrer dans ses propres caisses à elle le prix du carbone, et donc réduire l'ajustement qui va rentrer dans la poche des Européens. Et donc c'est aussi une incitation pour que les autres pays du monde, les autres régions du monde, rentrent dans ce mécanisme d'incitation à reprendre en compte l'impact de mode de production sur le changement climatique. On peut aussi imaginer que personne n'a intérêt à un réchauffement climatique qui dépasserait 2 degrés. C'est aussi une incitation en soi à appliquer ce type de régulation. Alors excuse-moi Guillaume, là-dessus. Qu'est-ce que j'entends en France ? Mais Christian, tu sais bien que la France, ça ne compte que moins que 1% des émissions mondiales. La France passe à 0 émissions nettes demain, ça ne changera rien du tout au changement climatique. Donc bien sûr, mais si on parle de coordination... Toutes les nations vont se mettre d'accord et tout le monde va être d'accord à faire un effort. C'est la réalité du monde, c'est que depuis 30 ans, on sait, depuis 1992, conférence de Rio, on sait qu'on a un problème de changement climatique. Et qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, le monde émet 50% de CO2 de plus qu'en 1992. Donc, on sait depuis plus de 30 ans... Vous n'êtes pas d'accord ? Oui, vous avez raison. Ça ne fait que noircir ce que je voulais dire, mais vous avez raison. La date exacte de la prise en compte par le politique du changement climatique, c'est un vaste sujet, mais peu importe, c'est pas. Donc depuis 30, 40 ou 50 ans, on sait qu'un problème, et au lieu d'appuyer sur un pédale de frein, on appuie sur un pédale d'accélérateur, et ça à nouveau parce qu'on est dans un monde court-termiste, on est dans un monde où la fin du mois dépasse la problématique de fin du monde. Oui, du coup, effectivement, ça, on est bien d'accord qu'il faut, si on laisse faire les choses toutes seules, il faut prendre des mesures. Alors, on a compris le principe le format de cette taxe carbone. Il y a 2 critiques classiques qui y sont adressées, pour lesquelles vous avez des réponses, mais vous allez les entendre. La première, c'est que dans un monde inégalitaire, ça risque de renforcer les inégalités. Voilà, si je dois prendre ma voiture je suis contraint de prendre ma voiture en raison de l'aménagement de l'espace, etc., et que j'ai peu de revenus, ça risque de me coûter beaucoup plus cher à l'ultra riche qui peut lui continuer à prendre son jet privé. Du coup, le pendant, c'est que ça peut prendre la forme d'un droit à polluer. Celles et ceux qui ont énormément les moyens, encore une fois, parce que nous vivons dans un monde qui est particulièrement inégalitaire, pourraient continuer à polluer, voire à détruire, ce qui est plus grave encore, je crois, que polluer, parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. Et donc voilà, quels sont les mécanismes qui sont pensés pour contourner, éviter ces 2 écueils ? Oui, le problème des riches, c'est qu'ils sont riches et qu'ils peuvent faire des tas de choses qu'on ne peut pas faire, nous, modestes. Donc effectivement, c'est un problème. Et c'est un problème qui dépasse... c'est vrai pour les émissions de CO2 comme pour tout le reste. Ils ont un niveau de vie qui n'est pas le nôtre. Et avec tout ce qui va avec, on peut trouver ça désagréable. La France est néanmoins un des pays qui redistribue à travers son système fiscal le plus parmi tous les pays du monde, même la Scandinavie, mais peu importe. C'est vrai que vous avez raison, vous avez entièrement raison. Le changement climatique va nous imposer des sacrifices et il se pose la question fondamentale de qui doit faire ces sacrifices. Okay. 2, c'est vrai qu'une solution qui passe par la taxe carbone est une solution qui est régressive au niveau fiscal si on ne fait rien avec le rendu fiscal, si on brûle les billets de la taxe. Effectivement, on sait que les ménages plus riches consomment plus d'énergie et donc émettent plus de CO2. Donc quand vous taxez l'énergie, les riches vont payer plus que les modestes. Néanmoins, quand on exprime, comme on le fait pour les problèmes de fiscalité, comme on exprime la pression fiscale en pourcentage du revenu, les ménages les plus modestes consacrent une partie plus importante de leurs revenus pour leurs dépenses d'énergie que les ménages les plus riches. Et donc, quand vous faites monter le prix des énergies, que ce soit par la solution des ONG ou que ce soit par la solution des économistes, quand vous faites monter le prix de l'énergie, eh bien, effectivement, vous incitez les gens à faire des sacrifices, mais vous incitez relativement plus les ménages modestes à faire des sacrifices que les ménages aisés.
En tout cas, la charge de ce transfert fiscal, exprimé en pourcentage de revenus, est décroissant avec le revenu, alors à l'inverse de l'impôt sur le revenu. Plus vous êtes riche, plus vos revenus sont élevés, plus vous payez des impôts importants. Là, c'est l'inverse. Sauf que la taxe carbone, contrairement à des tas d'autres solutions climatiques qui ont aussi pour impact d'augmenter le prix des énergies, la taxe carbone, elle engendre un revenu fiscal que vous pouvez utiliser, qu'on devrait utiliser pour compenser les ménages les plus modestes, voire surcompenser les ménages les plus modestes, pour faire en sorte que la lutte contre le changement climatique aille de pair avec la lutte contre les inégalités. Je vous donne des tas je peux vous donner des tas d'autres exemples de politiques climatiques qui sont encore beaucoup plus régressives que la taxe carbone, même quand on n'utilise pas le revenu fiscal. Je vous donne juste 2 exemples, si vous voulez bien. Le bonus automobile. Qui peut s'acheter une voiture électrique ? Ce n'est pas les ménages modestes. La voiture électrique est encore beaucoup trop chère par rapport à la voiture thermique. Donc essentiellement, qui achète la voiture électrique et qui bénéficie du bonus de 7 000 €? 7 000 €, c'est les ménages riches qui peuvent s'acheter une voiture électrique. Deuxième exemple. En 2011, j'ai créé mon premier article dans la presse, c'était dans Le Monde, en janvier 2011, je pense. À cette époque-là, le prix de rachat de l'électricité photovoltaïque en France était de 60 centimes. Donc un ménage français qui, en 2011, installait des panneaux photovoltaïques sur son toit, bénéficiait de 2011 à 2031, c'est le contrat sur 20 ans, d'un prix de rachat de 60 centimes le kilowattheure. Alors pour vous donner une comparaison, le coût de production d'électricité nucléaire en France, c'est 6 centimes avec les centrales de seconde génération. Je ne vous parle pas de l'EPR, c'est un autre sujet, on peut en parler longuement, mais je pense qu'on ne va pas parler nucléaire aujourd'hui. Donc, vous voyez une multiplication par 10 du coût de l'électricité. Si on avait massivement incité les ménages en 2011 à installer des panneaux photovoltaïques, on aurait une augmentation massive des coûts de production d'électricité en France. Les ménages qui ont, en 2011, eu la bonne idée d'installer des panneaux photovoltaïques ont des revenus constants jusqu'en 2031 à un tarif extraordinaire. Qui a pu bénéficier de cette manne financière? Et les ménages qui sont propriétaires de leur toit. Ce n'est pas les locataires de HLM, c'est les propriétaires. Et qui a payé ces 60 centimes? Ben, c'est vous et moi. Dans notre facture d'électricité, vous et moi, depuis des années et des années, nous payons une taxe qui s'appelle service CSPE, enfin bref, vous payez une taxe qui est autour de 16% aujourd'hui sur votre facture d'électricité parce qu'il faut, pour compenser les EDF et Engie et compagnie du fait que ces industriels doivent racheter cette électricité produite par ces ménages qui s'en mettent plein les poches. Voilà. Donc vous voyez, là, c'est encore plus régressif. Voilà. Oui, désolé, il faut garder un peu de temps pour les questions entre les thèmes. Donc, j'ai bien entendu sur la question de la taxe carbone, l'idée c'est qu'on peut utiliser le revenu fiscal pour surcompenser les ménages modestes. Et pour la question du droit à polluer, est-ce que je peux continuer est-ce que monde où on peut continuer à faire du voyage spatial ou à prendre des jets privés juste parce qu'on est riche, c'est désirable ou pas? Vous avez tout à fait raison. Moi, je milite pour une taxe carbone qui est 10 fois, 100 fois supérieure sur le kérosène que sur l'essence payée à la pompe. Et j'ai des milliardaires qui disent, banco, allons-y. Et si vous voulez, ce qui est bien, c'est que, alors effectivement, la question fondamentale, c'est est-ce qu'avec cette taxe carbone 10 ou 100 fois supérieure, aujourd'hui, excusez-moi, parenthèse, vous payez aujourd'hui dans votre essence, le prix que vous achetez l'essence à la pompe, vous payez 44,6 € la tonne de CO2. Ça veut dire autour de 10 centimes le litre d'essence. Dans vos 2 € aujourd'hui, c'est assez dingue, le prix de l'essence est monté autour de 2 €. Dans les 2 €, il y a 10 centimes qui sont une taxe carbone, qui a été gelée par Emmanuel Macron au début du mouvement des Gilets jaunes en décembre 2018, si je me souviens bien. Donc moi je propose non pas 44,6 comme à l'essence à la pompe, mais 446 ou 4460. Et ça, soit les riches décident de continuer à utiliser leur jet privé, alors pourquoi pas? Nous, ça nous fait une manne financière qu'on peut encore plus utiliser pour compenser les ménages les plus modestes.
Mais bon, je préférais qu'ils abandonnent, en tout cas, les vols en jet privé qui sont manifestement pas très socialement utiles. Il y a des vols en jet privé, je pense, qui sont utiles. Un PDG, il n'a pas toujours le temps, et pour signer un contrat qui va permettre de créer 200 nouveaux emplois localement, on peut imaginer que la valeur sociale de ça soit positive, mais on peut en discuter aussi. Et de toute façon, et c'est un beau sujet, je trouve, comment est-ce qu'on va organiser la société pour dire qu'est-ce que c'est qu'un vol désirable et qu'est-ce que c'est qu'un vol indésirable? Et ça, messieurs, madame les décroissantistes, je voudrais qu'on ait une vraie discussion à un moment ou à un autre sur comment on va organiser la société si on ne passe pas par un mécanisme d'incitation, mais qu'on passe par un mécanisme à coût près 0,1. On peut pas. Du coup, ce que vous proposez, en surtaxant les activités que vous considérez comme nécessaires de surtaxer et en surcompensant pour les activités essentielles en bas de l'échelle pour les ménages plus modestes, finalement, vous avez une approche très décroissantiste et qui serait d'avoir un minimum de vie, presque un revenu universel, et des maximums qui sont interdits, et donc en fait presque une interdiction de certaines activités destructrices. Finalement, on se rejoint pas mal. Après, la question de savoir comment on décide, là on est d'accord, c'est compliqué, il faut discuter. En revanche, sur l'horizon, qui est qu'il faut un minimum de vie, il faut réduire les inégalités, et il faut un certain nombre d'activités qui doivent être stoppées, en étant rendues extrêmement chères, là-dessus on peut s'entendre. Tout à fait. La taxe carbone, en fait, si elle arrive à des niveaux... j'ai des collègues économistes, et en France, il y a eu un rapport qui s'appelle le rapport Quinet 2, qui dit que pour arriver à zéro émission nette en 2050, il faudra un prix du carbone, non pas à 44,6 €, mais à 775 € la tonne de CO2. À ce moment-là, il y aura des tas d'activités complètement décroissantées. C'est sûr qu'à ce tarif-là, ça met le prix de l'essence à, je sais pas... 10 centimes, multiplié par 20, ça fait à 3 €, quoi, 3,50 €. Oui, bon. À nouveau, la taxe carbone, ça peut être décroissant si on ne parvient pas à trouver des technologies de décarbonation à faible coût. On va être obligé de faire monter la taxe carbone à des niveaux tellement importants qu'on va être dans... Et de compenser les plus pauvres, du coup. Ouais. Mais peut-être aussi qu'on va trouver des technologies qui vont permettre de décarboner à faible coût. À ce moment-là, on ne devra pas décroître et le prix du carbone pourra rester faible et on s'en sortira, croissance et décarbonation. Donc, on va venir à ce sujet-là juste après. Donc, juste pour qu'on ait le temps de quelques échanges avec la salle sur ce thème-là, une dernière question, parce qu'elle me semble quand même cruciale quand on parle de taxe carbone, puisqu'on n'est évidemment pas dans une crise uniquement climatique, mais dans une catastrophe écologique qui a différents aspects, donc les fameuses limites planétaires. Quelle est la place d'une taxe carbone face à l'ensemble du reste des désastres écologiques? Comment on s'assure qu'une taxe carbone ne va pas rediriger les activités carbonées vers les activités destructrices de la biodiversité, extrêmement polluantes, extrêmement exploitatrices des humains? Voilà. Oui, vous avez totalement raison. Moi, je parle que du climat. Je suis désolé, c'est mon domaine de spécialité et je connais... Bon, il y a 20 ans, avec mes collègues du LERNA, le laboratoire d'économie des ressources naturelles, à TSE, on s'était dit on va créer un groupe de travail sur la problématique de économie de la biodiversité. Et il y a 20 ans, on s'est fait ce groupe de travail, on a lu tous les papiers de la littérature en économie sur le sujet, et on s'est dit... en fait, vous voyez, le changement climatique, c'est un problème super simple. C'est super compliqué, mais super simple parce qu'on sait mesurer le phénomène. On sait que la responsabilité, c'est le CO2, c'est le méthane et 2-3 autres gaz à effet de serre qu'on peut mesurer et on connaît les origines. Et en plus, on n'a que quelques... Enfin, il y a le pétrole, il y a le gaz naturel et le charbon qui représentent une grosse partie de l'ensemble des émissions. Alors, il y a un problème lié à l'agriculture qui est plus difficile à mesurer. Mais essentiellement, on sait mesurer et donc on sait contrôler et donc on sait mettre un prix et inciter. La biodiversité, on ne sait même pas comment mesurer. On peut compter le nombre d'oiseaux et les perditions des espèces. On peut estimer le nombre de ruches d'essaims qui sont perdues chaque année parce qu'il y a des problèmes de pollution liés à ça. Mais c'est un problème multidimensionnel et les économistes jusqu'à maintenant, j'avoue, je reconnais, alors je suis président de l'Association européenne des économistes de l'environnement, on est 1300 en Europe,
j'ai pas vu beaucoup, je dois avouer, depuis que je suis président, beaucoup de travaux intelligents, intéressants, compréhensibles et utiles à la réflexion sur le fonctionnement de nos sociétés pour répondre à la problématique de biodiversité. Donc je suis désolé. C'est questionnant quand même, parce que ça fait un bon moment qu'il y a beaucoup d'alertes justement sur le focus CO2, l'aveuglement aux aspects justement biodiversité, que en interdisciplinarité, les écologues vous disent sans problème que ça les rend au moins aussi inquiets que la catastrophe climatique. Et alors juste pour la boutade, votre réponse, ça me fait penser à une phrase qui, je crois, est de Bourdieu, qui disait « Le positivisme ne pose que les questions auxquelles il peut répondre et ne répond qu'aux questions qu'il peut poser ». Mais c'est un petit peu... c'est limitant quand même, il faut... Oui, mais franchement, à nouveau, enfin, moi je suis dans le comité d'orientation du groupe La Poste, dans son comité lié à sa mission sociale. Et donc, depuis 2 ans, on aborde des tas de questions sur le rôle de la Poste, sur le changement climatique. Et là, c'est facile. On fait circuler à vélo, on prend des mobylettes électriques. Et ça, on sait qu'on agit, on peut mesurer l'impact. On peut mesurer l'impact en termes de réduction des émissions de CO2. Mais alors, quand dans les réunions du Conseil, au groupe La Poste, on dit qu'est-ce qu'on fait pour la biodiversité? Alors, effectivement, on me parle d'installer des nichoirs dans les maisons du groupe. Oui, mais d'accord, mais ce problème est tellement plus... Enfin, voilà, j'avoue que les économistes jusqu'à maintenant, n'ont pas réussi à dire grand-chose là-dessus, et je suis désolé. Alors, du coup, on peut profiter de ce point-là pour prendre le temps de quelques échanges avec la salle. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques? Il y a un certain nombre de questions, on ne va pas pouvoir toutes les prendre, je vous le dis tout de suite. Donc, je vais faire dans l'ordre de ce que j'ai vu se lever. Monsieur, ici, oui. Ah oui, il faut faire passer le micro. Je vais le faire, du coup, c'est pour moi qui vais répondre. Hop. Si on peut essayer de faire des échanges relativement brefs pour laisser du temps. Merci beaucoup. Déjà, un grand merci à la Técopole pour permettre un échange contradictoire sur des visions aussi radicalement différentes de l'économie et de l'écologie. Pour me présenter très rapidement, je suis Béric Benjamin, étudiant en Master SOAC à l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier. Ma question est la suivante. Je ne vais pas m'embarrasser de détails techniques qui ont été présentés ici, parce qu'ils relaient tous une question qui est beaucoup plus fondamentale et qui est la suivante. Vous comptez sur la rationalité économique d'acteurs qui sont en fait dans des logiques d'accumulation pour s'attaquer à un problème de coopération internationale. Comment vous pensez qu'une logique économique libertariste, appelons les choses comme elles sont, c'est-à-dire tout pour nous, rien pour les autres, basée sur l'accumulation illimitée, peut régler un problème de coopération internationale d'une telle ampleur et qui pourrait mener à une extinction de notre espèce comme une très grande majorité des autres espèces présentes sur Terre. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est une question fondamentale. Les économistes n'ont pas de réponse. Le problème du changement climatique est un challenge qui est extraordinairement complexe. Un pays qui tout seul déciderait de faire des efforts, non seulement a un impact assez faible, pour la France c'est 1% des émissions mondiales, deuxièmement affronterait des problématiques de ce qu'on appelle de fuite de carbone, c'est-à-dire que quand un seul pays fait des efforts ou a une ambition plus forte que les autres, elle risque simplement de voir ses emplois, ses créations de valeur, partir de l'autre côté de la frontière, avec comme résultat les mêmes quantités de CO2 émises dans l'atmosphère, simplement territorialement déplacées, une perte de richesse, une perte d'emploi pour le pays qui décide de faire des efforts. Et en plus, dans une difficulté qu'on appelle la tragédie des horizons, c'est-à-dire que l'essentiel des efforts ne vont pas à vos citoyens, à vous, mais aux citoyens de la planète, et en plus, l'essentiel des réductions des impacts environnementaux sont des horizons relativement longs. Bien sûr qu'on a des impacts immédiats du changement climatique, mais sachez que plus de la moitié du CO2 que vous émettez aujourd'hui sera encore présent dans l'atmosphère dans un siècle. Et donc, on a un problème d'hystérésis, on a un problème de conséquences à très long terme du problème. Et donc, vous êtes là à traiter un problème
il y a un problème avec des conséquences à très long terme dans un monde qui est court-termiste, avec des problèmes de concurrence, de dumping environnemental. Et vous voyez combien la Chine a gagné beaucoup de nos efforts à nous de réduction des émissions de CO2 depuis 20 ans. L'Europe a réussi à réduire de 25% ses émissions de CO2, mais c'est un peu fake, comme beaucoup de gens le reconnaissent, et moi-même aussi. Ça a été au coût d'un transfert des émissions de CO2 de l'Europe vers la Chine. Et donc les économistes n'ont pas de... C'est pas un problème d'économie, c'est pas un problème de capitalisme, c'est pas un problème d'économie de marché, c'est un problème de désaccord entre les pays. Chaque pays s'intéresse à ses citoyens et pas aux citoyens des autres. Je vous donne juste un exemple. Donald Trump, aux États-Unis, sous Obama, il y avait un prix du carbone officiellement autour de $60 la tonne de CO2. Obama, quand il arrive au pouvoir, il réunit ce Environmental Protection Agency, qui est en charge de la politique environnementale là-bas, et il dit, attendez, comment vous avez calculé là, ces $60? Alors les économistes vous disent, on a calculé la valeur présente des dommages à la planète liés à émettre une tonne de CO2 en plus aujourd'hui. C'est la définition même de valeur du carbone. Et Trump dit, non, attendez, America First. Moi, je veux que vous me calculiez une valeur carbone qui ne corresponde pas à l'ensemble des dommages à la planète des émissions américaines, mais simplement aux dommages pour le peuple américain. Et on est passé, sous l'ère Trump, d'un prix du carbone de $60 la tonne de CO2 à $1 la tonne de CO2. Pour maintenant, aujourd'hui, sous Biden, j'y travaille avec eux, j'étais à Chicago la semaine dernière, je suis désolé, excusez-moi, j'ai mis 500 kilos de CO2. Aujourd'hui, on parvient, je crois qu'on va parvenir à convaincre le gouvernement américain d'utiliser une valeur du carbone à $190 la tonne de CO2. Et ça change tout. Voilà. Mais donc, pour répondre à votre question, c'est pas un sujet d'économie, c'est un sujet de politique internationale. Et dans un monde avec 190 pays indépendants et des Nations Unies qui ne sont pas capables d'imposer des pénalités aux pays qui refuseraient de rentrer dans un schéma, dans un traité mondial avec une réelle ambition climatique et pas des accords de Paris qui sont très très loin du compte, on ne sait pas faire. Bonjour, Gaël Plumcock, merci pour votre intervention. Je suis économiste, je ne sais pas si j'aurai le courage de faire la même chose devant vos collègues. J'ai plusieurs choses. D'abord, je suis assez gêné de vous entendre parler des économistes, comme si toute la profession économique était derrière cette vision que vous portez. Je pense que la discipline est beaucoup plus plurielle, qu'il y a plein de points de vue différents et que c'est important de le reconnaître. Ne serait-ce que sur la question de la biodiversité, il y a quand même une communauté qui a particulièrement travaillé cette question-là, qui s'appelle l'économie écologique. C'est un petit truc qui existe depuis une trentaine d'années, qui a une communauté bien structurée au niveau international, au niveau européen, au niveau français, et qui a travaillé cette question de la biodiversité en économie, de manière qualitative, mais aussi de manière quantitative, avec plein de métriques. Les taux de retour sur investissement énergétique, par exemple, au départ, c'était des questions qui étaient traitées pour la biodiversité, pour la survie des espèces. Plein d'autres indicateurs. Voilà. Ma remarque, elle portera plus spécifiquement sur la question de la taxe carbone. En fait, en économie, la taxe, elle a deux vertus. Elle a une taxe elle a une vertu qui est incitative ou désincitative. On emmène son enfant à l'école, on fait payer une taxe, comme ça on espère que les gens vont réviser leurs préférences et puis amener leurs enfants à l'heure à l'école. Alors les papiers qui travaillent là-dessus montrent qu'en fait les gens amènent leurs enfants encore plus tard à l'école. Parce qu'en fait ils confondent la taxe avec un prix. Donc ils estiment avoir payé le prix de. Donc le droit, avoir acheté le droit de. Bon. Donc du coup, ça pose la question de la taxe la véritable portée des incitatives de la taxe. Il y a effectivement plein d'entreprises qui vont être disposées à payer de la taxe sans rien changer à leur comportement. Il y a une deuxième dimension de la taxe qui est de financer la puissance publique. Bon. Là, dans la taxe carbone, ça confond les deux. Ça me paraît assez glissant parce que du coup, en gros, on rend dépendant la puissance publique d'une ressource
qui est lié au fait que les entreprises vont pouvoir continuer à polluer. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un système dans lequel on dit stop, on arrête complètement ce système-là, on arrête les industries polluantes. Alors certes, ça détruit de la valeur, mais on peut aussi trouver d'autres moyens de faire vers des mécanismes de péréquation et de redistribution salariale. On n'est pas obligé d'en passer par continuer à avoir des industries polluantes pour fabriquer de la ressource fiscale pour pouvoir distribuer du salaire. J'ai du mal à comprendre le raisonnement. Merci. Oui, merci. Alors, diversité en sciences économiques, vous avez tout à fait raison. Il existe différentes écoles et différents points de vue. Je fais référence à des appels par la profession aux États-Unis ou en Europe, avec essentiellement tous les prix Nobel d'économie actuellement vivants, des conseillers économiques des grands gouvernements à travers le monde qui ont signé un appel il y a maintenant 3-4 ans pour une taxe carbone. Mais vous avez raison, il y a d'autres points de vue dans les sciences économiques qu'il faut en tenir compte. Deuxième point, biodiversité, oui, autant pour moi, il y a des travaux. Ce que je voulais dire, c'est que c'est 1 degré ou 2 degrés ou 3 degrés plus complexe que la problématique du changement climatique. Et voilà, c'est un sujet sur lequel je n'ai pas de compétences spécifiques et j'en suis vraiment désolé. Le monde est complexe et on ne peut pas tout savoir et pas tout proposer, et je préfère reconnaître mes limites en tant que scientifique, en tant de ma légitimité sur des choses sur lesquelles j'ai travaillé scientifiquement. Et puis effectivement, vous faites référence à une célèbre étude de nos collègues israéliens qui ont constaté que dans les écoles en Israël, il y a des parents qui arrivent systématiquement une demi-heure en retard et ça oblige le personnel à rester à faire des heures supplémentaires, pas payées, etc., etc. Et donc des économistes ont eu l'idée géniale de proposer de faire payer des pénalités aux parents qui arrivent en retard. Et donc, ils ont changé le contrat et on a dit les gens qui arrivent en retard vont payer 50 centimes de plus par demi-heure de retard. Et évidemment, comme vous faites référence, le résultat, c'est que les parents sont arrivés encore plus en retard après que cette pénalité soit arrivée, parce qu'ils se sont dit, maintenant, c'est normal d'arriver en retard et je paye pour le retard que j'impose au complexe. Est-ce que c'est un argument pour dire les gens, quand ils affrontent la taxe carbone, vont émettre plus de CO2 parce que maintenant, ils trouvent que c'est normal d'émettre du CO2 parce qu'ils payent pour? Je ne pense pas. Premier point, sur le scénario israélien, la taxe était minuscule par rapport au coût imposé à la collectivité. Donc si vous, au lieu de mettre 50 centimes, vous avez mis $20, je pense que les gens seraient arrivés à l'heure. Donc il y a une problématique d'intensité du signal-prix. Si le signal-prix est largement trop faible, effectivement, à la fois vous créez un sentiment en fond, on peut le faire puisqu'on paye, mais si vous mettez au niveau du coût pour la collectivité, et pour le carbone, je vous dis, une taxe carbone à 190 €, je vous promets que les industriels, ils vont décarboner leur acier et produire des voitures électriques. Dernier point, c'est quoi l'alternative au prix du carbone? C'est la gratuité, d'accord? Je vais faire un petit parallèle sur la problématique de l'eau. Un énorme problème qu'on a dans notre transition aujourd'hui, c'est la problématique de l'eau avec des phases de sécheresse de plus en plus fréquentes et un problème d'allocation de la ressource en eau. Essentiellement en France, on alloue la ressource en eau librement et chacun, et là on l'a vu avec la méga-bassine, se permet de s'approprier, privatiser une source collective. Sur le changement climatique, c'est la même chose. Si vous ne mettez pas de taxe carbone, vous émettez, c'est gratuit et tout le monde s'en fiche. Mettre un prix sur les choses, au moins, je ne sais pas si c'est suffisant. Mais au moins, dire la gratuité, c'est quand même pire que quelque chose qu'on fait payer pour le dommage que vous engendrez par votre comportement, par votre mode de vie, par votre mode de production. Je voudrais juste donner un exemple. Tout le monde applaudit l'idée qu'on va interdire les voitures thermiques la vente de voitures thermiques neuves en 2035. Moi, j'aime bien que les politiques donnent une vision, un cap et un projet, c'est une bonne idée. Maintenant, si on ne met pas en même temps une taxe carbone en 2035, en 2034, en 2033,
qu'est-ce qui va se passer? Mettons-vous dans un monde où des autres pays du monde auraient eux aussi réalisé qu'il fallait réduire nos émissions de CO2. Et donc, dans un monde où les producteurs de pétrole vont se dire « oui, je ne vais plus pouvoir vendre, ma fortune est assise sur une réserve pétrolière qui ne vaudra plus rien dans 10 ou 20 ans parce que plus personne ne consommera mon produit. » Et donc, à cette époque-là, on risque d'avoir un baril du pétrole qui va fortement chuter avec en concurrence des gens qui vont se dire « il faut que je vende avant qu'il ne soit trop tard ». Et donc, ce n'est pas impossible qu'au début de l'année 2030, on se retrouve avec des progrès technologiques dans la voiture électrique. C'est pas évident qu'on en fasse encore beaucoup. Donc des prix de production de la voiture électrique qui restent largement au-dessus des coûts de production des voitures thermiques, avec en plus des problématiques d'approvisionnement en cobalt, en lithium, etc., avec un prix de baril à, je sais pas, 30, 40, 50 $, et pas de taxe carbone qui fait que le prix de l'essence sera 1 €, 1,30 €. Résultat, je veux dire, la pression sociale pour accepter qu'on puisse continuer à utiliser des voitures thermiques et à ne pas empêcher de réduire par 2 le pouvoir d'achat des ménages qui seront obligés d'acheter des voitures électriques vachement plus chères et avec des coûts de l'énergie qui resteront élevés. Il faut aussi constater que les solutions simples, ce n'est pas aussi toujours socialement acceptable qu'on ne le pense. Il n'y a que la taxe carbone qui finalement est une solution simple qui... vraiment très rapidement, sinon on n'aura pas le temps sur les thèmes suivants qui sont à mon avis fort intéressants également. Donc je prends 2 questions d'affilée, très courtes s'il vous plaît. Alors moi j'avais une solution simple. Je suis Rachid Mebaouj de l'association Non au gratte-ciel de Toulouse. Alors je suis très surpris que la Toulouse School of Economics s'intéresse au changement climatique. Toulouse School of Economics ne donne pas l'exemple. Il y a eu un très très beau bâtiment qui a été construit à Saint-Pierre-des-Cuisines et on trouve que c'est un peu somptuaire. Alors Toulouse School of Economics, à mon avis, c'est un réseau de gens qui s'occupent de business. D'ailleurs, vous parlez souvent de la fin du mois, mais vous ne parlez pas des profits. Alors, si je peux me permettre, là, c'est une question aussi de posture politique des économistes dans la cité, etc. On abordera ces thèmes sur la troisième partie. Juste une petite raison. Je pense que vous devez parler d'un de mes collègues qui s'appelle Marc Ivaldi, qui s'occupe d'économie des transports. Dans ATSE, nous sommes des académies, nous sommes des scientifiques. Chacun a sa liberté de s'exprimer selon ses compétences scientifiques. Et je ne m'interdirai jamais, moi, en tant que directeur de la Toulouse School Economics, à un collègue économiste d'exprimer les résultats de ces travaux scientifiques. Voilà. D'accord, c'est pas grave. Oui, bonjour, je m'appelle Hervé Sellard, donc je fais partie des collectifs citoyens et associations qui s'occupent de comptes carbone ou de cartes carbone, si vous préférez, que vous connaissez très bien. Et donc je voulais simplement préciser qu'il n'y a pas que la taxe carbone comme possibilité, comme mesure systémique pour agir. Il n'y a pas que celles qui ont été présentées là. Il y a aussi agir sur les quantités. Et donc l'idée du compte carbone ou des cartes carbone, c'est d'avoir un budget carbone pour chaque citoyen ou chaque foyer qui diminue de 6% par an chaque année pour garantir le résultat et respecter les engagements climatiques. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail du compte carbone parce qu'on n'a absolument pas le temps, mais simplement c'est pour dire qu'il y a des problèmes ou des inconvénients de la taxe carbone qui peuvent être solutionnés par un compte carbone sans prétendre que le compte carbone c'est la panacée. De toute façon, ça fait partie des mesures, à notre avis, qu'il faut étudier et qu'il faut comparer. Juste un petit mot sur la taxe carbone dont vous avez parlé. Il faut quand même voir que les propositions que vous faites, qui sont très intéressantes, avoir une taxe très élevée sur le kérosène par rapport à l'essence, etc., il faut voir qu'on est complètement à l'opposé de ça actuellement. On est tellement à l'opposé de ça que vous savez comme moi qu'il n'y a pas de taxe sur le kérosène actuellement, pour des raisons historiques et des raisons de lobbying. Et on n'est pas prêt d'en avoir une, a priori, toujours pareil, pour des raisons de lobbying. Donc, le problème de la taxe carbone, c'est aussi ça, c'est qu'il y a beaucoup d'exemptions. Il y a tellement d'exemptions que pour l'instant, elle n'a pas d'efficacité. Et donc, nous, on essaye de prendre le problème par l'autre bout, c'est-à-dire qu'on fixe des budgets carbone pour chaque citoyen, le même budget. Après, s'il y en a qui consomment plus que d'autres et qui peuvent pas arriver à respecter le budget, ils peuvent éventuellement acheter des quotas dans certaines limites et avec certaines contraintes, etc. Mais j'en dis pas plus. Voilà, merci.
Non, ça me va bien. Hein. Moi, je suis partisan aussi. Hein. Si on le veut, une alternative à une taxe carbone, c'est distribuer à tout le monde, à tous les Français, 6 permis d'émission de 1 tonne de CO2. Aujourd'hui, chaque Français émet en moyenne 6 tonnes de CO2. On pourrait peut-être l'année prochaine en distribuer 5 permis par personne, et puis dans 10 ans, 3, etc. Tant qu'on autorise les gens qui ont des besoins, comme vous le dites, l'émission, parce qu'ils doivent prendre l'avion pour aller à Paris pour une réunion urgente. Ils peuvent acheter des permis à des voisins qui en ont trop. Moi, ça me va bien. Ça revient à un prix du carbone, en fait. Hein. À la fin du compte, on est dans un marché de permis d'émission avec un signal-prix où il s'établira un prix d'équilibre sur les permis qui feront que chacun sera incité de la même façon à réduire les émissions de CO2. Et par ailleurs, vous avez tout à fait raison, la taxe carbone aujourd'hui mise en œuvre en France, elle a beaucoup trop d'exemptions, c'est une catastrophe et les Gilets jaunes ont eu bien raison de le signaler à l'État et de dire c'est un scandale, pourquoi moi je paye alors que mon voisin qui prend l'avion ne le paye pas. Merci. Merci. Donc, on termine le premier thème avec un peu de retard. Bon, on verra comment ça se passe.